Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio vidéo du groupe Nice Matin pour ce 13e numéro de Territoire Éco. Territoire Éco, vous le savez, c'est l'émission dédiée à l'écosystème azuréen en partenariat avec l'UPE 06 et nos confrères de la tribune Côte d'Azur. Et comme chaque mois, j'ai le plaisir de vous présenter cette émission en compagnie de Karine Wenger, chef du service économie du groupe Nice Matin. Bonjour Karine. Bonjour Christian. Et d'Isabelle Ozias, rédactrice en chef de la tribune Côte d'Azur. Bonjour Isabelle. Mes hommages. Et pour débuter ce numéro 13 de Territoire Éco, place tout de suite à la grande interview. Alors impossible de ressortir les mains vides de ces magasins qui fleurissent dans les centres-villes comme dans les zones d'activité commerciale. Jean-Marie Pomarès est le PDG de Maxi Bazar, cette enseigne qui propose pas moins de 15 000 références dans les univers de la décoration, de l'ameublement, du jardin, mais aussi du cadeau, de la cosmétique, des arts de la table et du textile. N'en jetez plus, ai-je envie de dire. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais le siège de Maxi Bazar, de cette grande et belle entreprise, est bien ancré sur notre territoire, puisqu'il est à Cannes précisément, en tout cas pour l'instant, et nous allons en reparler. Jean-Marie Pomarès, bonjour, bienvenue dans cette émission et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, avant de vous laisser dans les mains expertes et aux questions perfides de Karine et Isabelle, parlez-nous un petit peu de Maxi Bazar et de son origine et de son histoire. Maxi Bazar est né au début des années 2000 à Antibes. Le premier magasin a été ouvert par son fondateur Stéphane Pellegrin, place Nationale à Antibes. C'était un petit magasin de centre-ville. Alors quand je dis petit, il faisait quand même déjà 300 mètres carrés. Mais depuis, on a ouvert des magasins bien plus grands. Et voilà, Maxi Bazar est né sur la Côte d'Azur. Et puis après, on en parlera plus tard, il s'est développé. Et bien développé. Alors Karine. Alors Jean-Marie, mais quel est l'ADN de Maxi Bazar ? Maxi Bazar est une enseigne d'équipement de la maison, principalement. On y trouve tout ce dont on peut avoir besoin pour équiper sa maison, de tringles à rideaux, voilage, linge de lit, casserole, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, à des prix très très compétitifs. L'ADN, c'est vraiment d'avoir un large choix de produits, mais à des prix le plus compétitif possible, pour une qualité malgré tout. On ne vend pas des produits jetables, on vend des produits durables. Donc c'est cet équilibre entre le prix et la qualité du produit. Alors justement, comment parvenez-vous à proposer des prix aussi bas et quel est le panier moyen d'achat pour chaque consommateur qui passe chez vous ? Le panier moyen est d'environ 25 € et les clients achètent entre 4 et 5 produits. Alors comment arrive-t-on à avoir des prix aussi bas ? On travaille principalement avec des importateurs français qui sont chacun spécialistes. On a le spécialiste de la salle de bain, le spécialiste de la tringlerie, le spécialiste du rideau. Et donc ces gens-là développent des gammes et sont capables de nous fournir des bons prix parce qu'on a aussi des volumes. Donc c'est toujours la même équation. Vous avez des volumes, des bons fournisseurs et vous pouvez obtenir donc des prix compétitifs. Vous avez parlé de qualité des produits et souvent ce qu'on entend sur ce genre d'enseigne très discount, c'est oui, c'est bien beau, c'est pas cher, mais c'est pas de la top qualité et d'ailleurs ça vient de Chine ou d'ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds que là, j'en vois pas, mais vos iPhones, ils viennent aussi de Chine et pourtant, on considère que c'est de la top qualité. Donc, le fait de venir de Chine n'est pas un critère de qualité ou de non-qualité. Et justement, notre travail, c'est de trouver des produits durables à des prix très compétitifs. Et ça, encore une fois, on le fait grâce à ces importateurs qui font le lien entre les fournisseurs pas que chinois, parce qu'on ne s'approvisionne pas qu'en Chine, et nos magasins. Vous arrivez à avoir quelques produits français dans vos magasins ? Oui, on a des produits français, on a des produits italiens, on a du plastique qui vient d'Italie, du plastique qui vient aussi de France, on a du polonais, des canapés qui viennent de Pologne, donc on a aussi un approvisionnement au moins made in Europe, européen, on a des produits qui viennent du Portugal, donc oui, de plus en plus, on essaye d'aller vers ces produits-là. Surfez-vous toujours sur l'engouement des Français pour la décoration et l'aménagement intérieur qui ont été vraiment deux activités dopées par la crise sanitaire ?
Donc évidemment, la crise sanitaire, les gens étaient enfermés chez eux, ont vu tout ce qui n'allait pas dans leur intérieur. Donc dès qu'on les libérait de nouveau, ils venaient dans nos magasins pour modifier leurs intérieurs. Pour être franc, en ce moment, tout le monde le sait, hein, la conjoncture est plus difficile. Il y a cette problématique du pouvoir d'achat qui est réelle. Et il y a une autre problématique, c'est qu'on souffre de la baisse de l'immobilier. Quel est le moment où on change ses rideaux, on change son intérieur? C'est quand on déménage. Et aujourd'hui, comme vous le savez tout aussi bien que moi, l'immobilier est en crise, les gens ne déménagent plus. Et donc, par conséquence, c'est un peu plus dur pour des enseignes telles que la nôtre. Quand Moez Zouari, le propriétaire de Maxi Bazar, vous nomme PDG, il vous donne aussi une feuille de route. Et votre objectif, c'est de rejoindre rapidement vos concurrents les plus performants. On peut citer Jiffy. Comment allez-vous y parvenir ? Alors effectivement, il m'a fixé une feuille de route ambitieuse. Notre objectif, c'est d'ouvrir entre 10 et 20 magasins par an. Pendant les 5-6 années à venir, de continuer notre développement en Suisse, puisqu'on a la particularité d'être une enseigne franco-suisse, hein, on est présent en France, mais aussi en Suisse quasiment depuis l'origine, hein, 3-4 ans après le premier magasin français, on a ouvert en Suisse. Donc c'est du travail, il faut arpenter le terrain, aller trouver les bons emplacements, et puis après ouvrir les magasins. Donc Combien de magasins aujourd'hui et de salariés d'ailleurs dans l'entreprise ? En chiffre rond, on a une centaine de magasins, 2 tiers en France, 1 tiers en Suisse, et on a 1300 personnes entre la France et la Suisse. Et comme vous l'avez dit, le siège, on est fiers qu'il soit à Cannes. Et c'est de la croissance externe ou organique ? C'est plutôt de la croissance externe. On a racheté il y a 3 ans une petite enseigne qui avait 8 magasins dans le nord de la France. Et comme ça, d'un coup, on a pu aller s'implanter entre Calais et Neu-les-Mines, des régions que je ne connaissais pas forcément très très bien, mais voilà, que j'ai appris à découvrir. Isabelle disait tout à l'heure que vous aviez des concurrents tels que Jiffy ou Action. Quelle est justement votre plus-value par rapport à ces enseignes ? On peut citer aussi Centracor, Foirefouille ou d'autres, j'imagine. Hein. Oui. Je pense que vous avez cité les principaux. Je dirais une de nos grandes différences, c'est qu'on a un assortiment qui est présent du 1er janvier au 31 décembre. Et dans les domaines qu'on traite, hein, encore une fois, je redis, linge de maison, décoration, on a un large assortiment du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire que le client va trouver chez nous, tout au long de l'année, les produits dont il a besoin. On n'est pas une enseigne de coûts où vous avez sans arrêt des nouveautés qui arrivent, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous allez y trouver au moment où vous allez y aller. Donc nous, notre principale différence, elle est là, c'est un assortiment large qu'on est capable d'offrir tout au long de l'année. Et à côté de ça, bien évidemment, on a les produits saisonniers, on a nos promos, on a des mises en avant, comme tout bon commerçant. Mais je dirais l'ADN, c'est d'avoir un assortiment tenu tout au long de l'année, ce qui n'est pas si facile que ça. Alors on vous trouve en centre-ville, on vous trouve aussi en zone commerciale. C'est quoi votre magasin type ? Les opportunités, vous allez les chercher où ? Alors aujourd'hui, notre magasin type, c'est plutôt un magasin de 1800 m² en zone commerciale. Mais on vient du centre-ville. Alors pourquoi on n'est pas resté dans le centre-ville ? Tout simplement parce que c'est difficile de trouver des magasins en centre-ville, et c'est encore plus difficile de trouver des magasins entre 1000 et 1500 m² en centre-ville. Donc mécaniquement, on est parti en zone. Malgré tout, notre plus gros magasin, notre premier magasin en chiffre d'affaires, il est à Lyon. Dans le centre-ville de Lyon, on a un magasin de 2000 m², qui sont les anciens locaux de la Banque de France, pour la petite histoire. Et c'est le plus gros magasin de Maxi Bazar. Et le deuxième, qui est pas très loin derrière, c'est un magasin de zone à côté d'Aix, à Aiguille, 2000 m². C'est le deuxième magasin en centre-ville. Donc on a aussi cette particularité par rapport aux enseignes que vous avez citées, c'est que de mémoire, on est quasiment les seuls qui sont aussi présents en centre-ville. Le siège social de Maxi Bazar est actuellement à Cannes, mais je crois savoir que vous êtes en train de construire un nouveau bâtiment un peu plus loin.
Oui, on a un beau projet, toujours dans l'agglo de Cannes, à Mougins. On construit un bâtiment dans lequel il y aura un magasin de 2000 m² qui sera une espèce de flagship dans la région. Et au-dessus, on construit 1000 m² de bureaux. Et donc le siège va effectivement, le personnel du siège va déménager de Cannes à Mougins. Et c'est prévu pour quand? C'est prévu pour septembre. La famille Zohary a repris Stocomanie. Alors c'est une chaîne elle aussi spécialisée dans les articles à prix réduit. C'est quoi le positionnement? Comment réussir cette fusion? Alors Stocomanie, à la base, c'est un déstockeur. C'est-à-dire qu'il achète des produits de marque, des fins de série de marque qu'il vend à prix discounté. Il a aussi la particularité d'avoir une large part de prêt-à-porter. On y trouve des enseignes, des marques telles que Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, etc. Donc c'est toute une partie d'offres que nous n'avons pas chez Maxi Bazar. C'est pas notre ADN, c'est pas de faire du prêt-à-porter. Donc Stocomanie, oui. Et à côté de ça, il va aussi déstocker des aspirateurs, des vélos, des choses très, très diverses qu'on peut trouver chez Stocco. Donc, ce sont deux marques qui vont vivre côte à côte. Oui. C'est pas de synergie de. Alors, il y a bien évidemment des synergies à l'achat. On a quand même des produits communs. Chez Maxi Bazar, on vient de développer un très gros rayon d'hygiène, hygiène droguerie. Eux aussi, historiquement, ils étaient très forts là-dedans. Donc, dans ces produits-là, on mutualise et évidemment que les enseignes travaillent ensemble. Mais il n'y a pas de volonté il y a bien Stocomanie et Maxi Bazar qui sont deux enseignes, on va dire cousines ou sœurs, je sais pas. Je demanderai à Moïse qu'ils me disent. Fin 2023, vous avez commencé à expérimenter dans certains magasins, dont celui d'Antibes, des espaces dédiés à ce qu'on appelle le DPH. Le DPH, c'est la droguerie, l'hygiène et la parfumerie. N'est-ce pas un pari risqué quand on sait que les grandes surfaces ont tendance à réduire leur mètre de linéaire de non alimentaire? Bien au contraire, parce que nous, c'est dans ces produits-là qu'on est les plus performants. Naturellement, la droguerie est un excellent complément à toute l'offre bazar pour soins du linge, etc. Donc, on complétait notre offre. Et évidemment, la différence par rapport à un hyper, c'est qu'on ne va pas avoir... Là, pour le coup, on est opportuniste. Notre mission, c'est d'avoir toujours de la lessive à bon prix. Mais là, on va chercher du déstockage. Un jour, on va avoir... Alors, je vais citer des marques, je ne pense pas que ce soit... Vous m'autorisez. Un jour, on va avoir du Ariel, le lendemain du Skip et après du Homo. Donc, on reste sur des marques connues pour rassurer nos clients, mais là on est dans l'opportunisme et notre volonté, c'est de satisfaire à l'unité de besoin. Vous avez besoin d'une lessive, vous avez besoin d'un assouplisseur, vous avez besoin d'un décolor stop, et donc on offre toute cette gamme de produits, là pour le coup à des prix 15-20%, voire 30% moins chers que la grande distribution. Et donc plusieurs mois après le début de cette expérimentation, vous êtes satisfait? Très satisfait. Donc vous allez continuer dans tous les magasins? On a accéléré. Quasiment tous les magasins ont été implantés avec cette large offre. Alors on a parlé... Et d'ailleurs, si je peux me permettre, on commence à être copié par certains de nos confrères. Mais bon, c'est toujours mieux d'être copié, hein. Ça prouve qu'on avait raison. Voilà, exactement. On a parlé densification de l'offre, densification du maillage territorial. Est-ce que vous avez d'autres leviers de croissance ? Une fois qu'on a fait l'offre et qu'on arrive à ouvrir plus de magasins, non, on est vraiment dans les grands principes du commerce. Hein. On est dans les fondamentaux. De toute façon, la croissance, fondamentalement, on peut la faire qu'en ouvrant plus de magasins. Je veux dire, on ne va pas faire plus 10, plus 15, plus 20% dans nos magasins actuels tous les ans. Ça, il reste une petite part, Karine, sur le e-commerce ? Oui, on en viendra tout à l'heure. Justement, quelle est la part du e-commerce dans votre business ? Elle est faible. C'était une volonté. On vient des magasins physiques. On n'est pas persuadé qu'il y ait un modèle économique pour le e-commerce en ce qui nous concerne. Donc on en fait, on est présent. On est plutôt vers du click and collect, où là, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer et on a une rentabilité. Le vrai e-commerce pur et dur,
on en a, on est présent, mais ce n'est pas un axe de développement majeur à ce stade pour Maxi Bazar. Vous avez quand même toutes vos références sur le e-commerce ou pas? Quasiment. Quasiment. Alors après, sans volonté de développer Non. Et pourquoi? Parce que vos prix sont déjà réduits. Déjà, quand vous êtes sur un panier à 25 €, vous êtes pas cher, donc vous avez la problématique du transport qui vient très vite. Alors, soit vous prenez, vous dites c'est le transport est gratuit, mais bon, voilà, vous avez un vrai problème économique. Soit vous faites payer le transport au prix, ne serait-ce qu'au prix coûtant, et là vous êtes plus du tout compétitif, quoi. Donc c'est cette problématique du transport qui est un vrai sujet encore une fois, sur des produits à petit prix. Ça veut dire que vous faites des marges extrêmement basses. Oui, pour pouvoir vendre à ces prix-là, ça veut dire que nos marges sont serrées, oui, tout à fait. Outre la Suisse, est-ce que vous avez d'autres velléités d'aller à l'international? À court terme, non. On a déjà beaucoup à faire encore en France, en Suisse aussi, donc non, on n'a pas de volonté de partir hors de ces territoires. Et justement, est-ce que vous avez un objectif de nombre de magasins que vous voulez atteindre d'ici 2-3 ans? Oui, on serait assez confortable avec 140 à 150 magasins. Vous étiez raisonnable jusqu'ici. Voilà, on retrouve l'entrepreneur. Oui, il faut avoir de l'ambition dans la vie, c'est ça? Tout à fait, on souhaite bien évidemment se développer. La franchise, est-ce que c'est aussi une piste ou pas? On commence à y réfléchir. Voilà. Pour atteindre cet objectif Oui, ça peut faire partie des leviers. On est pas mal contacté par des acteurs outre-mer, notamment, parce que c'est vrai que c'est des territoires dans lesquels c'est beaucoup plus facile d'y aller en franchise qu'en propre. Donc oui, on commence à regarder la franchise. Une dernière question peut-être, Jean-Marie Pomarès, vous nous avez parlé de ce flagship à Mougins, donc qui sera installé sous vos bureaux. Est-ce qu'il y a un autre magasin prévu en ouverture dans le département des Alpes-Maritimes dans les mois à venir? Dans le département des Alpes-Maritimes. Ah oui, là c'est précis. Territoire éco Alpes-Maritimes. On peut élargir au Var quand même. On peut aller jusque dans le Var, on va franchir le Var et aller dans le Var, oui. Mais vite fait. Dans le Var, on a effectivement un projet à Brignoles. Aujourd'hui, on a un petit magasin et on a un projet avec l'adhérent Leclerc de Brignoles d'ouvrir presque 2000 m². Donc oui. Un gros magasin. Oui, récemment, on s'est déplacé à Draguignan. On a fait une opération du même type et ça a été vraiment très très fructueux. Donc après la difficulté, c'est que quand même de Menton à Marseille, on maille bien le territoire. C'est dans la région sud que vous êtes le plus présent, c'est ça? Oui, je pense en PACA, on doit être les leaders en termes de chiffre d'affaires par rapport à ceux que vous citiez tout à l'heure, Jiffy, Foirefouille, Centracor. Je pense qu'on fait plus de chiffres qu'eux sur ces trois départements. Bien, merci infiniment. On est ravis d'avoir pu mettre un grand coup de projecteur sur votre entreprise, dont on ne parle pas si souvent, et en plus c'est une entreprise dommage, de chez nous. Oui, en plus. Rendez-nous grâce de l'avoir fait aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Je vous en remercie. Merci infiniment Jean-Marie Pomarès. Vous restez avec nous. On passe à la rubrique suivante, le journal de l'écho. Alors Karine et Isabelle vont nous disséquer l'actualité économique du mois d'avril, donc vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, une remarque, une critique, tout ce que vous voulez. Il faut parfois savoir les interrompre parce qu'elles sont particulièrement bavardes, mais c'est toujours passionnant. Donc on va les laisser s'exprimer et on va commencer par une bonne nouvelle avec une levée de fonds conséquente. Tout à fait. Il nous a habitués à des levées de fonds faramineuses avec la FinTech Symphony qu'il a créée et transformée en licorne. Et maintenant avec Hive, sa nouvelle aventure entrepreneuriale qu'il a installée à Bastide-Rouge à Cannes. L'ingénieur français David Gurlet vient de boucler un tour de table de 12 millions d'euros en série A pour sa plateforme sécurisée et décentralisée de stockage de données à faible empreinte environnementale. Cette levée permettra à Hive d'accélérer son développement commercial et de doubler ses effectifs pour atteindre les 80 postes d'ici un an, la date de sa prochaine levée.
Isabelle? Videtix, la start-up fondée en 2019 à Sophia Antipolis, présidée par Alan Ferbach, poursuit son ascension. Leader dans l'analyse vidéo en temps réel par intelligence artificielle, Videtix avait été sélectionné, on s'en souvient, pour assurer la partie vidéosurveillance sur certains sites olympiques en 2024. Elle vient aussi d'être distinguée par un grand groupe, Total Energy, via un soutien de 40 000 € de prêt à taux zéro qui va permettre à la société de financer son fonctionnement et surtout d'accélérer sur son volet recrutement avec des profils marketing et commerciaux attendus. On reparle d'Inalv. On repart d'Inalv, on en parlait dans l'émission précédente, et là voilà de nouveau la deep tech niçoise, leader de production de microalgues sur biofilm, qui vient d'intégrer avec 11 autres jeunes pousses la 4e promotion de l'accélérateur Néo Startup industriel de BPI France. Inalv bénéficiera entre autres de 9 à 15 mois d'accompagnement, de formation et de conseils et de mise en réseau pour passer à l'échelle et surtout pour lancer son premier site industriel. Alors, le mois d'avril a été riche en événements divers et variés, en salons de toutes sortes. On en dit 2 mots, mesdames? Oui, on en a l'habitude, l'intelligence artificielle tient le haut de l'affiche, elle fait parler et couler beaucoup d'encre. On a pu s'en rendre compte en ce mois d'avril avec 2 événements d'envergure organisés sur la Côte d'Azur. Le premier s'est tenu à l'Alliance Riviera ce 18 avril à l'initiative du Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Il a réuni 1200 dirigeants et décideurs venus de toute la région autour d'une question éthique: comment les IA peuvent-elles participer au bien-être global de la société? Bien, côté réponse, c'est pas gagné, mais on y travaille. Il y a toujours. Une autre ambiance pour le second événement, puisque l'IA était sur le banc des accusés pour un procès fictif, une première en France qui s'est tenue à la faculté de droit de Nice dans le cadre des IA Dates du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Alors, au nombre des accusations, les implications sociales de l'IA, ses impacts sociétaux, ses enjeux juridiques et réglementaires. Verdict de ce faux procès: l'accusée est reconnue coupable des impacts sociétaux dont elle induit, notamment ceux environnementaux. Elle est aussi coupable du casse-tête juridique, mais l'intelligence artificielle est non coupable de son application sociale, car elle n'est que le prolongement de la main de l'homme. L'avenir nous le dira si effectivement il y aura 2e procès ou pas sur cette dernière partie. Je reste dubitatif. Beaucoup plus de procès. Ouais. On passe à totalement autre chose, du vélo cargo au bus de ville. Plus d'une centaine de véhicules étaient exposés à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer à la mi-avril pour la seconde édition de Mobilipro. Mobilipro, c'est le salon des véhicules professionnels piloté par le groupe Hippolito. Outre sa surface d'expo augmentée ou de table ronde autour de la mobilité et du recrutement, on y proposait un village bas carbone, des pistes d'essai pour tester les véhicules exposés. On y a même croisé un magnifique poney venu du Var. Rendez-vous l'année prochaine avec une édition encore plus ouverte sur tous les types de mobilité douce à usage professionnel. Restons avec le groupe Hippolito qui a repris début avril Rato, qui est le spécialiste de la mécanique de précision, fondé en 1956 à Drape. Une croissance externe donc pour Hippolito, qui avait déjà racheté en 2019 une autre référence en matière d'usinage, les ateliers mécaniques de Nice. Ce rapprochement permettra de renforcer le positionnement de leader des ateliers mécaniques de Nice. Isabelle. Pierre Christian. Vous voulez conserver votre atout Calipige? Spéciale dédicace avec cette info pour vous, Métropolitane. La chaîne de salles de sport haut de gamme prévoit d'ouvrir un second centre sur la Côte d'Azur. Trop cher pour moi, Métropolitane. Oui, mais ça vaut le coup. Après celui de Cap 3000 inauguré en 2022, l'enseigne ibérique a choisi le programme Iconic à Nice, encore une adresse prestigieuse. À la clé, un investissement de 3,5 millions pour 35 emplois créés. Vous connaissez l'adage, jamais 203. Eh bien, le groupe Castro, propriétaire de Métropolitane, lorgne désormais vers Sophia Antipolis pour compléter son maillage. Bien, bien. Et on va Encore changer vous, Isabelle, avec, de filière. Oui, on change de filière. On change complètement de filière. SAP Labs France, filière dédiée aux activités R&D de l'éditeur de logiciels allemand SAP, vient d'inaugurer son centre d'expérience client consacré à l'intelligence artificielle sur son site de Sophia Antipolis. Il y présente les dernières innovations développées par ses équipes et offre à ses clients, ses fournisseurs, ses visiteurs, il y a des étudiants qui viennent, une expérience 100% immersive.
Aqualook, le groupe azurien spécialiste de matériel de plongée sous-marine, snorkeling et apnée, s'est séparé de sa marque de plongée en apnée, US Divers. Alors cette vente fait partie de la stratégie annoncée l'an dernier par Aqualook d'abandonner le marché de la nage, de l'apnée et du paddle en Amérique du Nord pour se recentrer sur les équipements de plongée destinés aux professionnels et aux militaires. D'ailleurs, Christian, savez-vous qui est à l'origine d'Aqualook ? Mon petite voix me dit que c'est peut-être un monsieur avec un bonnet rouge. Tout à fait. Aqualook est né en 1946 de la rencontre du commandant Jacques-Yves Cousteau avec l'ingénieur Émile Gagnan et le PDG d'Air Liquide, Jean Delorme. Et le premier nom d'Aqualook était la Spirotechnique. On remonte à la surface, Isabelle ? On remonte à la surface et on s'intéresse à l'emploi des seniors que l'on sait particulièrement précaires. En cours d'expérimentation sur le bassin d'emploi niçois, le dispositif Nouvelle Page lancé par le groupe azurien Agica a un double objectif. D'un côté, aider les chômeurs à retrouver une activité professionnelle après 50 ans et de l'autre, permettre aux entreprises de mieux recruter. Les premiers retours sont encourageants. On attend de nouvelles pages à tourner très bientôt. Alors, pas de territoire éco et pas de journal de l'éco sans chiffres. Oui, Donc, comme je suis très gentil cette fois-ci, vous avez droit chacune de vous deux à un chiffre. Merci, mon bon seigneur. Allons-y. 62 millions d'euros, ce sont les retombées économiques de l'accueil des films et séries sur la Côte d'Azur en 2023, soit 551 tournages, 6% de plus qu'en 2022, selon la Commission du film des Alpes-Maritimes. Et après une année record en 2023, l'APEC, PACA Corse, l'APEC pour Association pour l'emploi des cadres, prévoit un ralentissement dans les recrutements. On parle bien de ralentissement et pas d'arrêt, puisqu'il y a quand même une prévisionnelle de 2% prévu en 2024 par rapport à 2023 sur ces recrutements. En clair, dans le sud-est, 21 980 cadres devraient trouver emploi à leurs pieds cette année. Le profil de ces cadres, à 65%, ce sont des hommes. Ils ont en moyenne 45 ans et ils affichent 1 à 10 années d'expérience au compteur. Il y a un gap entre 1 et 10 ans quand même. Mais bon, ok. Et puis on va parler aussi de ceux qui remplissent ou qui changent de poste. C'est la petite rubrique habituelle qu'on aime bien, avec des noms. À l'issue de son premier mandat de 3 ans, Patrick Moulard a été réélu à l'unanimité président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes. Dans sa feuille de route, continue à accompagner les chefs d'entreprise du BTP à adapter leur outil de production aux mutations de la société. Et du côté du Sofia Club Entreprise, renouvellement de mandat pour Moussa Belkiter ce 22 avril à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire. C'est son second mandat à la tête du collectif de dirigeants Sophie Politin. Moussa Belkiter est vice-président d'un petit groupe de semi-conducteurs qui s'appelle ST Microelectronics, 17 milliards de chiffre d'affaires en 2023. Il est le directeur du site Sophie Politin. Et nouveau président en revanche pour l'association des entreprises du Bois de Grasse, EBG, où Julien Elie, directeur associé d'Advance Solutions, a succédé à Marc Philippe. Donc EBG est l'un des clubs les plus actifs du département, notamment en matière de mutualisation inter-entreprise et de réemploi des déchets sur site. Et on finit avec un énième rebondissement dans l'affaire de Canua Island. Vous savez, cette histoire de plateforme flottante. Et la plateforme flottante Canua Island va reprendre la mer. Après 1 an de polémique et de rebondissement devant les tribunaux, ce catamaran en forme de barge aménagée pouvant accueillir 350 passagers plus 50 membres d'équipage devrait naviguer à partir de ces prochains jours le long du littoral azuréen en fonction des événements et de la demande des clients. Merci beaucoup, mesdames, pour ce journal très complet. Jean-Marie Pomarès, vous avez appris des choses, j'espère ? Tout à fait. Ou alors vous saviez tout de l'actualité économique du mois ? Non, je ne savais pas tout et j'ai appris beaucoup de choses. Bon, merci infiniment en tout cas. J'attends notamment de voir Canua Island. Ça vous inquiète, ça ? On l'attend. Non mais sérieusement, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de projet ? Un peu de curiosité. Après, je pense qu'il y a suffisamment d'équipements à terre pour pas forcément en mettre en plus en mer et abîmer un peu notre littoral. Bon, en tout cas, ils ont gagné leurs multiples procès. Visiblement, ils ont le droit d'exploitation. On va voir ça encore après, c'est un autre sujet. Oui. Sur le fait qu'ils aient le droit, ils avaient déposé un projet et... Ils ont investi beaucoup. Ils ont investi beaucoup, oui, tout à fait. À voir donc. Mais on a compris que vous n'iriez pas forcément boire un verre sur Canua Island. Non, pas forcément. Merci infiniment en tout cas et à très bientôt. On passe à notre rubrique suivante, en coulisses. Alors vous le savez, nous visitons les coulisses régulièrement d'une entreprise de notre territoire. Et bien cette fois-ci, nous allons partir dans les ascenseurs, chez l'ascensoriste EMR, une entreprise niçoise plus que centenaire.
Karine, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus avant de voir les images de Franck Fernandez? Alors, dans l'univers des ascensoristes, EMR, qui est l'acronyme de Électro-Mécano Raymond, du nom de son fondateur, est un petit poussé face aux multinationales du secteur que sont Kone, Otis ou Schindler. L'entreprise niçoise est restée indépendante depuis ses débuts et intervient uniquement dans les Alpes-Maritimes et le Var. Si elle joue crânement sa chance, c'est qu'elle dispose de nos précieux atouts que nous allons découvrir dans la vidéo de sa dirigeante Sylvie Volgemuth. Je suis Sylvie Volgemuth, chef d'entreprise de la société EMR Ascenseurs, basée à Nice. Nous nous occupons essentiellement de la maintenance, du dépannage, de la modernisation et de l'installation des ascenseurs et des fermetures automatiques entre Nice et Draguignan. Le secret de notre longévité, c'est de vouloir absolument pérenniser l'entreprise, de mon grand-père, en passant par ma mère, en passant par mon fils dans peu de temps, et d'être là encore dans 100 ans, voire 200 ans. Le secret de notre réussite, c'est de pouvoir réparer, maintenir des ascenseurs qui sont dits antiques, c'est-à-dire qui ont plus de 70 ans, dans le milieu niçois, qui est le berceau de l'ascenseur, et de faire également des prestations sur mesure en ce qui concerne l'ascenseur et la porte de garage et le portail. Mon arme secrète, enfin notre arme secrète, je pense que c'est notre esprit créatif qui nous permet de répondre à des demandes esthétiques, créatives en ce qui concerne les cabines d'ascenseurs. Nous faisons appel à beaucoup d'artisans qui sont des experts dans le travail du bois, de la matière, du verre, du plexi, du métal. Et grâce à tout ça, nous pouvons répondre aux besoins des architectes qui nous demandent souvent des cabines très particulière. Mon ambition secrète, c'est de pouvoir transformer l'ascenseur en une pièce à vivre. Les gens traverseront cet appareil ou cette cabine comme ils traverseraient leur salon, et donc ça ferait réellement partie de leur maison et non pas uniquement un moyen de monter et de descendre. Le secret d'une femme dirigeante, c'est de faire de ce monde technique, de cet univers de boulons, de graisse, de treuil, un univers humain, avec des relations humaines profondes et enrichissantes. Le secret d'une bonne musique d'ascenseur, c'est qu'elle s'adapte au décor et qu'on se sente chez soi, dans un ascenseur, comme dans une autre pièce, comme dans son salon. Merci à Franck Fernandez pour les images de ce reportage et à vous Karine qui l'a bien accompagné. On retrouvera d'ailleurs votre reportage complet dans nos colonnes du supplément éco de Nice Matin lundi prochain. Et c'est maintenant l'heure de notre dernière séquence mensuelle, le pitch du mois. Alors pour notre pitch de ce mois de mai, nous accueillons Jean-Michel Felderhof. Bonjour Jean-Michel, vous êtes le fondateur de la Sportec niçoise Fairvision. Fairvision ou Fairvision ? Fairvision. Fairvision, restons français. Vous allez nous expliquer ce que votre technologie, qui fait appel à l'intelligence artificielle, apporte à l'analyse sportive. Vous allez avoir pour cela 90 secondes en regardant le petit chronomètre qui s'affiche derrière vous et en regardant la caméra. C'est pas nous qu'il faut convaincre, ce sont tous nos internautes et téléspectateurs. Attention, top départ. Donc bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Jean-Michel Felderhof et je dirige la société Fairvision à Nice. Fairvision est une start-up deep tech spécialisée en intelligence artificielle. Nous sommes experts en computer vision, qui est l'analyse vidéo par intelligence artificielle, et nous mettons cette expertise à destination du monde du sport. Nous concevons, développons et intégrons non seulement les solutions logicielles, mais aussi les équipements de captation et de gestion de vidéos autonomes. Ce sont donc nos propres dispositifs qui alimentent nos algorithmes. Grâce à l'IA, nous pouvons détecter et extraire automatiquement de l'image toutes sortes d'informations. Les possibilités, tout comme les cas d'usage, sont donc assez infinies. Nos solutions sont destinées notamment aux analystes vidéo et aux entraîneurs des clubs et des centres de formation. À titre d'exemple, notre solution NiceCam est dédiée principalement aux phases d'entraînement et elle est disponible pour tous les sports. Cette solution aide les athlètes à progresser en leur fournissant de l'image directement sur les sites d'entraînement.
Aujourd'hui, Fairvision arrive à une étape cruciale car nous souhaitons, avec nos partenaires, lever des fonds pour accélérer significativement notre croissance. Cela signifie entre autres recruter de nouveaux collaborateurs et tripler nos effectifs d'ici 3 ans, déployer la solution Nicecam sur le tennis, le rugby, l'équitation et grossir notre ligne de production pour répondre à la demande, et obtenir la certification FIFA de notre tout dernier développement, dont le premier utilisateur sera l'équipe de France de football. C'est une innovation à destination de l'élite mondiale, dont la commercialisation sera lancée d'ici la fin de l'année. Nous sommes bénéficiaires, nous avons triplé notre chiffre d'affaires en 2023, donc si les technologies Deep Tech vous intéressent et si nous rejoindre dans l'aventure Fairvision vous plairait, je vous invite à prendre contact avec nous. Je vous dis à très bientôt. Et vous êtes pile poil sur le gong, donc on ne peut dire que bravo, et je pense que le message est bien passé. On a bien compris, vous avez besoin de trouver un peu de sous pour vous développer encore, mais c'est déjà une très belle entreprise. Merci de nous l'avoir présenté sur ce plateau. Merci pour votre accueil. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci Karine, merci Isabelle. On aura plaisir à se revoir dès le mois prochain. Vous pourrez revoir Territoire Éco sur nos sites internet, sur nos pages Facebook, sur la chaîne YouTube du groupe Nice Matin, bien sûr, sur le site internet de tribuca.net, de la Tribune Côte d'Azur. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à la régie, Philippe Bertini, Sophie Doncet pour la réalisation de cette émission, à Chloé Boirgard pour sa conception. Et je vous dis au mois prochain. Excellente journée à tous.